Maintenant, la première chose qu'on va discuter, c'est la densité d'une population qui est représentée par D avec un petit p. C'est le nombre d'organismes. Et comme on a vu sur la feuille de données, ça c'est N, par unité d'air ou unité de volume donné. Donc, R serait A, V serait volume. Donc, essentiellement, on va compter combien est-ce qu'on a. On va prendre le montant d'espace qu'ils prennent et on va les diviser. Alors, ces formules sont, sont dans votre livre de données et les deux versions sont là, N sur A ou N sur V. Alors, on va faire deux exemples ici. Le premier, c'est si nous avons un R. Un R est mesuré avec des unités de distance, comme mètre, centimètre, kilomètre. Dans cet exemple, donc, nous allons faire ce calcul. Le nombre d'organismes divisé par l'air qu'ils occupent. Je vais donc prendre 12 insectes et le diviser par 10 mètres carrés. Maintenant, sur l'examen et sur mes examens aussi, je pense, toujours, sur l'examen de diplôme toujours, sur mes choses peut-être j'oublie des fois, mais on essaie toujours de vous dire quelle unité est-ce qu'on veut comme notre réponse. Donc, on va écrire quelque chose comme cela. Je veux une réponse en nombre d'insectes par mètre carré. Alors ici, si ça c'est ce que je demande, je vais faire 12 divisé par 10. C'est très complexe, je sais. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi 12 divisé par 10? Oui, 1,2. Maintenant, l'autre chose qu'on va toujours vous dire, c'est combien de chiffres vont dans votre réponse. Si c'était une question-réponse numérique, on aurait dit « Écris votre réponse de 2 chiffres, blablabla ». Ça va toujours vous dire cela. Maintenant, 2 chiffres peuvent être le numéro 12, il y a 2 chiffres, ou 1,2, parce que le virgule n'est pas un chiffre, c'est simplement un caractère. Maintenant, si, par exemple, il vous donne une question un peu différente, peut-être ils vont vous demander combien d'insectes est-ce qu'il y a par chaque 5 mètres carrés. Donc, ils ont changé l'unité à la fin. Comment est-ce qu'on trouverait cette réponse? Qu'est-ce qu'on ferait? Oui, Katie. Alors, on va multiplier cette réponse par 5. C'est parfait. Donc, si je voudrais savoir dans 5 mètres carrés combien d'insectes est-ce qu'il y a, je vais trouver combien d'insectes dans 1 mètre carré et multiplier par 5. Ce n'est pas la seule façon. Il y aurait une autre façon, oui. On va diviser le 12 par 2 parce que je vois qu'il y avait 10 et je sais que 5 est la moitié de 10. Donc, si vous voulez employer vos connaissances mathématiques, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin toujours d'utiliser exactement la formule comme elle est. Si vous comprenez quel calcul on est en train de faire, si je vous demande pour votre travail et vous me montrez quelque chose de logique, mathématique, c'est juste. Ici, la réponse serait 6,0 insectes par 5 mètres carrés. Maintenant, j'anticipe que la grande majorité du temps, on va le demander pour une unité carrée, comme mètre carré, mais j'ai déjà vu, et je n'aime pas ça, mais j'ai déjà vu cette chose où il change l'unité à la fin, et je pense que c'est un truc, et je le déteste. Mais s'il vous plaît, juste faites attention. Quelle unité est-ce qu'on vous demande? Maintenant, la prochaine question, c'est la même chose, mais avec un volume. Donc, cette fois-ci,
Nous allons faire le calcul n divisé par v. Nous avons 54 larves dans 200 millilitres. Alors, c'est facile, on va faire une division. Mais imaginons qu'on vous demande la réponse en larves par litre, juste pour le fun, pour que ça soit un peu différent. Est-ce que quelqu'un connaît combien de millilitres il y a dans un litre? Oui, John. Il y a 1000. Donc, vous avez des choix. Vous pouvez faire le calcul et ensuite le diviser par 1000 ou vous pouvez faire le calcul avec des litres qui serait ma suggestion. Donc, je vais changer ceci à 0,200 litres. On s'attend en 12e année que le système métrique est familier pour vous, que vous sachiez que dans un litre, il y a 1000 millilitres ou 100 centimètres dans un mètre. Donc, si j'effectue ce calcul, quelle serait ma réponse? Oui, c'est ça. 270 larves par litre. Si j'avais demandé en millilitres, ça aurait été 0,27 larves par millilitre. Donc, des fois, pour qu'on évite un nombre décimal, comme c'est quoi 0,27 larves, ça c'est ridicule, on change l'unité pour que ça soit un chiffre entier. Maintenant, est-ce que vous avez des questions là? Donc, une autre question qu'on peut vous demander au sujet de la densité de la population, c'est où est cette densité? Comment est-ce qu'elle est répartie dans une région? Alors, il y a 3 différents schémas de répartition. Un schéma veut dire pattern et répartition a le sens de distribution. Alors, on veut savoir où se trouvent les organismes dans une population. Parce que la densité est très générale. Ça n'indique pas est-ce qu'ils sont tous à la même place ou est-ce qu'ils sont également distribués. Le premier, c'est aléatoire, et on connaît déjà ce mot. Qu'est-ce que aléatoire veut dire? Random. Donc, si les ressources sont abondantes, il y a beaucoup, et les membres de la population n'ont pas besoin de faire la compétition ni de se regrouper pour survivre, les organismes vont se distribuer de façon aléatoire. Et j'ai fait le note rare dans la nature. C'est rare que tout est parfait, que tu as toutes les ressources possibles, personne n'a besoin de faire la compétition et tu n'as pas besoin de te protéger contre des prédateurs. Un exemple qui serait juste serait les orignaux, qui est mousse, orignaux, pendant l'été en Alberta. Pendant l'été, en général, il y a beaucoup de ressources pour ces animaux. Ils n'ont généralement pas besoin de faire la compétition contre les autres membres de leur espèce. Quel type de compétition intra- ou interspécifique décrirait 2 orignaux qui font la compétition? Oui, intra. Et voici ce que j'ai dit l'autre jour. Vous parlez l'anglais. Intra, il y a un A. Same aussi contient un A. Inter, différent, différent contient un E. Alors c'est une façon bref à se souvenir. Mais si 2 orignaux sont en compétition, ça serait la compétition intraspécifique. Donc, ils vont se distribuer complètement au hasard, de façon aléatoire, dans leur région géographique. Alors, j'ai fait un petit dessin pour essayer de démontrer cela. Ça, c'est aléatoire, pas typique, pas normal. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
Donc, le deuxième type, qui est répartition par groupe, est très commun. C'est souvent ce qu'on va voir. Les membres se tiennent prêts et ils rassemblent où la nourriture, logement et l'eau sont les plus abondantes. Alors, dans cet exemple, j'ai choisi la Fise de Fontaine de Banff. Alors, si vous voyez, c'est un petit crustacé qui habite proche aux sources thermales à Banff. Et ils sont tous regroupés là parce que c'est la source thermale qu'ils veulent. Ils veulent le soufre et la chaleur qui sortent de là comme leurs ressources. Donc, ils ne vont pas se mettre n'importe où, ils vont se mettre très proche à la source. Comme ça, ils sont proches à la nourriture et le logement. Alors là, au lieu d'être partout, il y a deux petits groupes. On imagine, ça c'est où des sources thermales sortent de la Terre. Alors, répartition par groupe, très typique dans la nature. Je pourrais également mettre ici les êtres humains. Est-ce que vous connaissez en général comment les êtres humains ont décidé de coloniser un pays typique, ici ou autre part? Comme famille, mais où? Comme qu'est-ce qu'on a cherché typiquement? Proche à l'eau, c'est ça. L'eau, dans le passé, était notre moyen de transport. Alors, si on était proche à l'eau, les bateaux pouvaient voyager. On a besoin de l'eau fraîche pour survivre. Donc, le plus proche qu'on est, le moins de distance qu'on doit voyager pour le chercher. Maintenant, c'est un peu moins cette histoire parce qu'on a des moyens de transport différents. Mais pour les êtres humains, la proximité à l'eau serait une raison où les personnes vont coloniser une terre particulière. Maintenant, la prochaine, c'est la répartition uniforme. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que le mot uniforme veut dire? Comme le mouvement uniforme qu'on a appris en physique? Oui. Non, non, je sais, mais tu as dit ce n'est pas aléatoire. C'est très similaire. Alors, le mot uniforme, uni veut dire un, forme veut dire forme. Alors, une façon. Il y a seulement une façon que les choses sont réparties. Le mouvement uniforme était constant, était le même toujours. Et donc, ça, c'est le sens du mot. Dans les populations artificielles, c'est souvent où on va voir la répartition uniforme. J'ai mis ici comme exemple un champ agricole et c'est bien pour nous parce qu'on habite proche à ça. Si vous conduisez, vous regardez, le fermier n'a pas planté ses récoltes juste n'importe où. Il a fait des belles lignes. Les choses sont en ordre. Il y a des espaces constants entre chaque plante qu'il a plantée. C'est vrai pour aussi les places qui font pousser les arbres. Donc, je pense à Caben Farms parce que je conduis souvent là. Les arbres sont bien espacés, un à côté de l'autre. Ça, c'est une répartition uniforme. Un autre scénario qui n'est pas artificiel, c'est les oiseaux de proie, qui est ce que j'ai démontré ici, lorsqu'ils défendent leur territoire. Alors, si je prends un aigle, alors aigle c'est eagle, je prends un aigle, il est en train de défendre sa territoire. Donc, on va imaginer que chaque aigle a sa propre territoire. Il ne doit pas rester dans une place dans sa territoire, mais en général, les territoires de deux oiseaux de proie ne vont pas chevaucher. Ils vont tous avoir leur propre territoire. Alors, ça serait la répartition uniforme.
Dans votre livret de données, la formule pour changement de taille d'une population, alors delta veut dire changement, taille de la population c'est n. Dans votre livret de données, la première partie dit les choses qui augmentent la taille et la deuxième partie dit les choses qui diminuent la taille d'une population. Mais ça ne dit pas N et I, M et E. Mais je pense que lorsque je vous donne les descriptions, vous sachez quelque chose va augmenter la taille, quelque chose d'autre va le diminuer. Alors, c'est quoi la natalité? C'est le nombre de naissances. Maintenant, typiquement, on va dire nombre de naissances dans une période de temps particulier, mais ça va être spécifié dans la question. Donc, c'est simplement nombre de naissances dans une période spécifique. Immigration, on l'a déjà vu, c'est l'arrivée de nouveaux membres. Mortalité, maintenant, c'est une des choses qui diminue la taille d'une population. Donc, natalité et immigration augmentent la taille, on ajoute des membres. Mortalité et immigration diminuent la taille. Mortalité, c'est le nombre de morts. Et immigration, c'est la sortie de membres. Alors, on est toujours en train de discuter une population. Si on a des naissances, on ajoute au nombre. Si on a de l'immigration, on ajoute. Mortalité diminue le nombre. Immigration diminue le nombre. Donc, ça, c'est nos 4 choses. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer la taille, mais ces 4 sont les facteurs qui vont être donnés de façon numérique dans une question, où vous allez avoir besoin de calculer qu'est-ce qui est arrivé. L'autre formule qu'on va apprendre, c'est le taux de croissance, TC. Taux de croissance, c'est le changement effectif, donc changement dans la taille d'une population dans une période de temps donnée. Delta veut toujours dire changement. Donc, on cherche pour une période de temps combien est-ce que la population a changé. Donc, c'est typique qu'on va employer ces 2 formules ensemble. En premier, on va chercher quel est le changement dans la taille de la population. Ensuite, on va le diviser par le montant de temps pour avoir un taux. Le mot taux, en anglais, veut dire rate. Ça semble indiquer comme une vitesse. Comment rapide est-ce que la population change? Donc, faisons un petit exemple ici. Je parle encore au sujet des physes, donc les petits crustacés qui habitent proches aux sources thermales en Banff. Ça nous dit, en 1997, ça c'est mon temps initial, on comptait 3800 physes, mais en 1999, ça c'est mon temps final, on comptait 1800. Donc, je vais vous rappeler un peu ce qu'on a appris en physique, en sciences 10, et peut-être vous avez encore poursuivi la physique. Si je veux savoir le changement, je fais toujours final moins initial. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Soustrait qu'est-ce que j'avais au début, et ça va me donner ma réponse. Donc, quel est mon changement de population? Des fois, je vais avoir besoin de le calculer avec la formule, mais des fois, tout ce que je vais faire, c'est population finale moins initiale si on est donné cette information. Alors,
1800 moins 3800 filles. Ça, c'est mon changement effectif dans la population. Je vais le diviser par le changement en temps. Temps final moins temps initial. Donc, 1999 moins 1997. Et ça serait des ans, des années. Donc, le calcul que je suis en train d'effectuer, c'est 2000 filles. Et ce 2000 est négatif. 1800 moins 3800, c'est négatif 2000 par 2 années. Donc, ma réponse serait que le taux de croissance, c'est négatif 1000 filles par année. Donc, qu'est-ce que je sais? Ça diminue. Si le taux est négatif, ça veut dire que la population diminue. Si le taux est positif, ça veut dire que la population augmente. Est-ce que vous avez des questions avec cet exemple-là que vous voudriez demander? Donc, tout simplement, quel est le changement divisé par le montant de temps donné dans la question. Et en particulier ici, utilisez seulement ce qu'ils vous ont donné. On ne veut pas que vous assumez que quelque chose d'autre est vrai. On veut que vous employiez les chiffres qui sont là. Maintenant, nous pouvons aussi avoir le taux de croissance par habitant, qui veut dire, je vais prendre le changement dans la taille de la population et le diviser par la taille originelle de la population. En autres mots, population finale moins initiale, le changement, divisé par la population initiale. Ceci est important si on veut comparer deux places qui n'ont pas la même population. Donc, des fois, peut-être vous vous rappelez de ceci. Je sais, en junior high, on fait toujours des compétitions comme la classe qui apporte le plus d'argent gagne une fête pizza. Mais en immersion, vous avez toujours moins de personnes. Donc, pour que ça soit juste, j'espère qu'ils ont continué de dire la classe qui a le plus grand pourcentage de personnes qui participent, oh, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais ça, c'est la raison qu'on fait ceci. Des fois, puisque une place est très grande et l'autre est petite, ça semble comme une place grandit très rapidement, mais ils ont beaucoup plus de population. Donc, c'est pour comparer typiquement ceci. Donc, dans mon premier exemple, voici ce que ça dit. La ville a 1000 personnes. Ça, c'est N. Ça, c'est la taille initiale de ma population. Il y a 50 naissances, 30 décès. Alors, décès veut dire que les personnes sont mortes. On est décédé. Et il n'y a aucune immigration ni émigration au cours d'une année. Donc, la première chose que je dis, c'est ceci. Quelle est ma formule? Je sais que je veux le changement divisé par la taille originelle. Le changement peut être final moins initial, mais dans ce cas, je ne sais pas la population finale, mais je sais des facteurs qui ont augmenté ou diminué la population. Donc, je vais faire 1000 plus 50 moins 30. Et le 50 représente naissance, le 30 représente mort. Donc, c'est la première formule. J'additionne les naissances, je soustrais les décès, et je le divise par la population originelle, 1000. Donc, quel est le taux de croissance par habitant?
Essentiellement, je vais faire 1020 divisé par 1000, qui me donne 1,02. Maintenant, l'unité qu'on emploie ici serait personnes, parce que ça, c'est ce que j'ai compté, des personnes par habitant. Alors, le taux de croissance par habitant est toujours quelque chose par habitant. Donc, dans cet exemple, puisque la réponse est positive, la population augmente, pas très rapidement. 1 par habitant n'est pas grand. 50 par habitant, ça c'est grand. Dans mon prochain exemple, on va parler au sujet des animaux au lieu des êtres humains. Et on veut comparer taux de croissance et taux de croissance par habitant pour que vous pouvez voir la différence. Oups, ça ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, la taille d'une population commence à 2000 et augmente à 2300. Donc, 2000, c'est ma population originelle, taille originelle. 2300, ça c'est la taille finale. Donc ici, je vais employer la deuxième formule pour taux de croissance par habitant. J'ai besoin de taux de croissance et taux de croissance par habitant. Taux de croissance, c'est le changement dans la population divisé par le changement de temps. Je sais que c'était une année, donc je vais faire 2300 moins 2000, final moins originel, divisé par 1, parce qu'il y avait une année. Et ça va me donner positif 300 cerfs par année. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'écrire le positif. Je le fais pour qu'on soit certain que ça augmente. Alors, ça, c'est taux de croissance, où c'est seulement le temps et le changement qui nous intéressent. Taux de croissance par habitant va comparer le changement à la taille originelle de la population. Ici, on va faire changement en taille divisé par taille originelle. Je ne sais pas mortalité ou immigration, mais je sais N final, et donc c'est le calcul que je vais faire. Population finale était 2300, initiale 2000, et taille de la population 2000. Donc la réponse devrait être typiquement beaucoup plus petite si on fait taux de croissance par habitant, comparé simplement à taux de croissance. Là, on va avoir encore positif 0,15 cerf par habitant. Maintenant, c'est plusieurs différents exemples qui emploient les formules. Est-ce que vous avez des questions avec n'importe quel des exemples? Donc, comme avec beaucoup de choses en science, il y a une façon visuelle de représenter le changement dans la taille d'une population, et c'est ce qui existe dans la prochaine boîte dans les notes. Je vois du monde qui écrivent. OK. Donc, nous pouvons représenter la croissance d'une population avec des pyramides des âges. Une pyramide des âges nous aide visuellement d'évaluer le potentiel de croissance. Donc, on peut calculer avec un chiffre quel est le taux de croissance, mais nous pouvons aussi le représenter de façon plus qualitative. Il y a 3 différentes pyramides ici
qui représentent trois scénarios différents qui existent dans le monde. Le premier représente la croissance rapide. Dans chaque pyramide, vous avez les mâles sur un côté, les femmes sur l'autre. Souvent, ils le font bleu et rose pour que ce soit comme mâle et femelle. Au milieu, vous avez les âges. Donc, ça te démontre combien de personnes sont dans chaque groupe d'âge dans cette population. Souvent, on va par 5 années ou par 10 années. Alors, on ne te montre pas tous les membres, mais simplement quel pourcentage, quelle partie de la population est dans ce groupe d'âge. Dans une pyramide qui démontre la croissance rapide, on va voir que la base est très grande et que ça diminue à mesure qu'on monte et que le sommet est très petit. Maintenant, est-ce qu'elle a besoin d'aller parfaitement dans une ligne pyramidique? Non, c'est juste la forme approximative qu'on cherche. La croissance rapide est illustrée lorsqu'il y a beaucoup plus de naissances que de morts. Alors, dans une place où beaucoup de monde est né chaque année, mais moins de personnes que ça sont mortes. Alors, on a beaucoup de jeunes et à chaque fois qu'on monte l'échelle à un autre âge, il y a moins et moins de personnes. Le milieu, c'est la croissance lente. Dans la croissance lente, on va voir que ce n'est pas trop différent pour les différentes sections d'âge. Maintenant, est-ce que c'est parfaitement parallèle sur les deux côtés? Non, ce n'est pas parfait. Toujours, lorsqu'on arrive en haut ici, ça diminue parce que généralement, le monde ne va pas survivre jusqu'à cet âge. Mais si on cherche au milieu, le milieu est assez stable. Il y a à peu près le même nombre de personnes dans chaque catégorie d'âge. Ça nous indique que les naissances et les morts sont à peu près égales. Maintenant, la croissance négative, c'est où la base est petite et que la section au-dessus de lui est plus grande. Ce n'est pas typiquement le sommet qui est grand parce que encore les personnes âgées ne sont pas aussi communes, même dans une place très développée. Hi. Okay. Oh, so that. Should be. So I sent an email to the ASAA saying, yeah, just give us that. So, okay. So waiting for response, but it sounds like Okay. she's on there. How fantastic would that be if that was just taken care of? Okay, thanks. Yeah, just go through that with any different deletions that I really care about. Additions. You got it. Vous pouvez parler. Monsieur Crawford n'est pas méchant. Je sais, il est très grand, mais... Au revoir. Bonne journée. Tu es fantastique. OK. Donc, il faut que le milieu, au moins, soit plus grand que la base. Donc, je veux vous demander une question ici. Est-ce que vous pouvez imaginer une place dans le monde, comme un pays ou un endroit, où tu penses peut-être qu'il y a la croissance rapide ou lente ou négative? Yeah. Yeah. OK. Yeah. Oui, j'aimerais que vous pensiez. Oui, lequel? OK.
Quelqu'un d'autre a une idée? Oui, John? On va penser. Qui d'autre a une idée ici? Oui. Je pense croissance négative, c'est comme China. OK. Est-ce que quelqu'un a une idée croissance lente ou qu'est-ce qui va représenter ça? Alors, je pense, et ça dépend ici, quelle année est-ce qu'on cherche les données? Ça dépend, parce qu'il y a des places où ça va changer à travers le temps. Mais en général, si je peux généraliser, des pays du troisième monde, en général, vont dans la première boîte. Il y a généralement beaucoup de naissances, mais à mesure qu'ils deviennent plus âgés, c'est plus probable qu'ils vont mourir. Et donc, on a beaucoup de bébés, mais moins d'adultes que de bébés. Alors, si on pense aux pays au milieu de l'Afrique, par exemple, ça serait un bon exemple de ça. La croissance lente est souvent difficile à distinguer de la croissance négative parce qu'il y a vraiment une petite ligne entre les deux. D'après les données que je connais, je pense que John a raison et que le Canada entre dans la croissance négative, mais dans votre texte, je pense que ça dit lente et je pense que ça dépend exactement des données. Mais les pays développés, en général, en Amérique du Nord et en Europe, subissent la croissance lente. Quelque part comme la Chine, je pense serait un excellent exemple de croissance négative à cause de ce que vous avez mentionné, l'idée d'avoir seulement un bébé pour chaque 2 adultes. Ça devrait, même si maintenant les données ne le montrent pas, mais ça devrait, à travers les années, donner une croissance négative. Maintenant, vous avez 2 questions ici qui sont au sujet de la taux de croissance. J'aimerais que vous les essayiez.